Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde l'œuvre intitulée Ecce Homo, qui est une autobiographie à la fois parodique et philosophique de Friedrich Nietzsche. C'est aussi le dernier ouvrage original avant la période de démence de ses dernières années de vie. Malgré sa brièveté, c'est l'un des livres les plus importants pour comprendre la pensée nietzschéenne dans son originalité. Au cours de ces quelques 100 pages, Nietzsche invente un nouveau type d'écriture, tonitruant et virtuose, qui lui permet de réaliser son programme de philosophie à coups de marteau. Nietzsche est ici clair, dense et brillant. Écrit immédiatement après le cas Wagner, le crépuscule des idoles, les dithyrambes à Dionysos et l'Antéchrist, labeur formidable de quelques mois à peine, cet ouvrage reflète, à ses débuts, le sentiment de calme et de sérénité qui s'était emparé du philosophe à son arrivée à Turin. Divisé en 4 parties. Pourquoi je suis si sage? Pourquoi je suis si malin? Pourquoi j'écris de si bons livres? Pourquoi je suis une fatalité? On y trouvera aussi bien l'analyse psychologique de son caractère qu'une interprétation des plus originales de son œuvre. Ecce Homo. Comment on devient ce que l'on est? L'œuvre brillante mais controversée de Friedrich Nietzsche invite les lecteurs dans l'esprit labyrinthique de l'une des figures les plus énigmatiques de la philosophie. Cette autobiographie introspective et sans complexe dévoile les pensées complexes de Nietzsche sur l'identité, le génie, la culture et la ténacité de l'esprit humain. À travers un mélange d'esprit vif et de critique implacable, Nietzsche dissèque ses propres philosophies et l'essence même de son être, remettant en question les normes conventionnelles et pulvérisant les préconceptions de la société. Nietzsche se penche sur un examen introspectif de ses facultés intellectuelles, explorant les sources et le développement de sa sagesse. Il présente une auto-analyse qui met en évidence une approche très consciente et délibérée de son bien-être mental et physique. Cette réflexion n'est pas simplement un exercice de vanité, mais une documentation exhaustive des nombreux facteurs qui ont aiguisé son intellect. Nietzsche attribue une grande partie de sa sagesse à ses habitudes personnelles uniques et à ses choix de mode de vie, qu'il considère comme fondamentaux pour sa vivacité intellectuelle. Il souligne l'importance de maintenir une routine quotidienne structurée, qui inclut un temps suffisant pour des promenades solitaires et une réflexion profonde, prônant les bienfaits d'une interaction active avec la nature. La santé physique est une autre pierre angulaire de sa puissance intellectuelle, soulignant la connexion complexe entre le corps et l'esprit dans sa philosophie. Il met l'accent sur l'importance de l'alimentation, de la modération et de l'évitement des stimulants, car ces pratiques lui fournissent la clarté et l'énergie nécessaires pour une réflexion profonde. Dans Pourquoi je suis si sage, la réflexion introspective de Nietzsche devient un témoignage de l'interaction entre l'expérience vécue, les modes de vie disciplinés et l'investigation philosophique. Son récit résume une vie dédiée à la quête du savoir et dévoile les subtilités personnelles qui ont façonné son intellect. À travers cette partie de Ecce Homo, Nietzsche offre non seulement un aperçu de la genèse de sa sagesse, mais propose également au lecteur des réflexions plus larges sur la façon dont la vie peut être consciencieusement alignée sur la quête d'une clarté intellectuelle et existentielle profonde. Friedrich Nietzsche explore les origines de ses idées philosophiques dans la section intitulée « Pourquoi je suis si intelligent ». Cette partie du livre est une auto-analyse de l'ingéniosité et de la singularité de ses contributions intellectuelles, offrant un aperçu fascinant de l'esprit de l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Nietzsche commence par affirmer une conscience aiguë de son intelligence, attribuant une grande partie de son originalité intellectuelle à une capacité intrinsèque de penser de manière divergente et critique. Il suggère que son intelligence n'est pas simplement le résultat d'un talent inné,
mais aussi d'une culture délibérée, d'un engagement ferme envers la rigueur intellectuelle et d'une curiosité inébranlable pour le monde qui l'entoure. En remettant constamment en question le statu quo et en refusant d'accepter les normes prédominantes telles quelles, Nietzsche a jeté base de son travail philosophique novateur. Le rôle de la créativité est central dans le récit de Nietzsche. Il voit la pensée philosophique comme une forme d'art, où la fusion de l'intuition et de la raison crée quelque chose de profondément original. Les idées philosophiques de Nietzsche émergent souvent d'une synthèse d'idées en apparence disparates. Son processus d'écriture implique fréquemment un jeu entre l'inspiration et une révision méticuleuse, où les éclairs de lucidité sont affinés à travers une analyse critique et un examen rigoureux. Nietzsche est sans retenue fier de son style littéraire et de sa distinction dans le paysage philosophique. Pour lui, le processus d'écriture et les œuvres qui en résultent ne sont pas simplement des moyens de transmettre des idées, mais des formes d'art à part entière. La prose de Nietzsche est dense, poétique et souvent aphoristique, reflétant sa croyance en une vérité qui n'est pas une entité statique, mais un concept dynamique et évolutif, nécessitant un mode d'expression tout aussi fluide et adaptable. En examinant sa propre production littéraire, Nietzsche est très conscient de l'impact que ses œuvres ont sur la philosophie et la culture. Ses écrits sont destinés à être révolutionnaires, à susciter des changements intellectuels et culturels. Friedrich Nietzsche affirme avec audace son identité comme un destin, une figure dont la mission philosophique est primordiale pour façonner la pensée future. Au centre de cette mission se trouve sa profonde conviction d'être un annonciateur de changements philosophiques significatifs. Nietzsche se voit comme un pionnier qui remet en question les normes établies et prépare le paysage intellectuel pour des idées transformatrices qui redéfiniront la compréhension de l'existence, de la morale et du cosmos par l'humanité. Au cœur de la mission de Nietzsche se trouve le concept de surhomme. Cette idée reflète l'aspiration de Nietzsche pour que l'humanité transcende ses limites actuelles et évolue vers un état supérieur de l'être. Friedrich Nietzsche plonge profondément dans la réflexion sur soi, affirmant ses contemplations sur la sagesse, l'astuce et son propre destin. Cependant, dans le segment consacré à sa critique de la religion et de la morale, Nietzsche passe de l'auto-louange à une analyse plus large des valeurs sociétales et des thèmes existentiels. Au cœur de sa critique se trouve le concept de morale des esclaves versus morale des maîtres. Nietzsche suggère que la morale traditionnelle est une construction des faibles, les esclaves, conçue pour subvertir la volonté et le pouvoir des forts, les maîtres. Cette inversion des valeurs célèbre des traits tels que la douceur et la soumission, tout en rabaissant les attributs que Nietzsche associe à la grandeur, tels que l'assertivité, l'indépendance et l'auto-affirmation. Cela conduit Nietzsche à son exploration du nihilisme, une préoccupation centrale dans sa philosophie. Il considère le nihilisme comme une conséquence directe du déclin de la croyance religieuse et de la désintégration des valeurs traditionnelles. Avec la mort de Dieu, Nietzsche envisage une époque où les anciens cadres moraux perdent de leur emprise, entraînant une profonde crise existentielle. L'influence de Nietzsche sur les mouvements philosophiques et culturels ultérieurs ne peut être surestimée. Son œuvre, bien que controversée, a profondément marqué divers courants de pensée, allant de l'existentialisme au postmodernisme. Des philosophes tels que Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger et Michel Foucault ont été profondément inspirés par les explorations existentielles de Nietzsche, en particulier ses idées sur l'individualisme, la liberté et la construction de sens dans un univers apparemment indifférent. La critique de Nietzsche
des valeurs traditionnelles et sa réévaluation de toutes les morales ont résonné chez ces penseurs qui ont développé davantage ces notions dans leur propre système philosophique complet. L'héritage de Friedrich Nietzsche témoigne de ses interrogations philosophiques profondes et provocantes. Bien qu'elles soient souvent mal interprétées et mal utilisées, le cœur de son travail reste un puissant catalyseur pour le développement intellectuel et culturel. Son emphasis sur l'individualisme, la pensée critique et la réévaluation de toutes les valeurs garantit que ses contributions à la philosophie sont à la fois durables et toujours pertinentes, incitant chaque génération à s'engager avec ses idées de manière nouvelle et significative. Maintenant que voilà présenté les éléments favorables à l'éclosion du génie nietzschéen, on pourrait tenter d'exposer sommairement ce qu'il conviendrait d'appeler ici les visages du génie nietzschéen. Il s'agit de montrer le rapport symétrique qui lie chaque moment précité à la personnalité intellectuelle de ce philosophe sagace. Il sera ainsi question du Nietzsche musicien, lié à la question de la musique, le Nietzsche solitaire, lié à la question de la solitude, le Nietzsche nomade, lié à la question de la marche, le Nietzsche valétudinaire, lié à la question de la maladie et de la douleur, le Nietzsche diététicien gourmet, lié à la question de l'alimentation, et enfin le Nietzsche climatologue, lié à la question du lieu et du climat. Si Nietzsche a beaucoup souffert et que cette souffrance indicible n'a pas réussi à estomper l'élan vers ses potentialités créatrices, c'est bien parce qu'il a du génie. Un génie lié, en l'occurrence ici, à un ensemble d'organisations et de dispositions physiologiques qui sont les conditions même de sa possibilité. C'est en cela que consiste mon habileté. Avoir été bien des choses et en bien d'endroits pour devenir un, pour pouvoir atteindre à l'unité. Et sur ce, Éric Blondel pourrait permettre de clore ce procès. Nietzsche, le corps. Nietzsche mange, boit, marche, cuisine, rêve, joue de la musique, prépare son thé ou son cacao dégraissé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.